Monsieur le Président, mes chers collègues, la séance du mercredi 12 novembre était commune avec les sociétés savantes chirurgicales et avait pour thème la chirurgie en 2025. Elle avait été organisée et était modérée par François Richard. La première partie était réservée aux spécialités chirurgicales. Il y a une communication de Thierry Lebray pour l'urologie. Et il y aura en 2025 une adaptation des différentes pathologies aux innovations technologiques avec une hyperspécialisation des urologues. Il y a eu ensuite une communication d'Alain Sautet pour l'orthopédie. En 2025, il n'y aura pas assez de PUPH et il y aura là encore une hyperspécialisation avec les inconvénients que cela comporte. Ont participé à la discussion M. Collet, Richard, Lobel et Mme Marie-Laurence Polymérol. Il y a eu ensuite une communication de Brice Gaillet pour la chirurgie digestive. En 2025, si les chirurgiens digestifs ne sont pas formés à l'endoscopie interventionnelle, ils risquent de voir une partie de leur activité disparaître. Ont participé à la discussion M. Dubois et M. Richman. Il y a eu ensuite une communication d'Olivier Gresselin pour la gynécologie et l'obstétrique. Il a montré qu'en 2025, il y aura une féminisation de la profession. 80% des gynécologues obstétriciens seront des femmes, sachant que 50% auront une activité à temps partiel ou ne feront plus d'obstétrique. Participe à la discussion M. Edon. Enfin, la dernière communication présentée par Jean-Pierre Triboulet concernait la chirurgie ambulatoire. En 2025, l'ambulatoire pourrait atteindre 60 à 65% de l'activité chirurgicale. A participé à la discussion M. Bétou. La deuxième partie de la séance concernait les orientations des fédérations hospitalières. Il y a une communication de M. Cotterman, qui est conseiller santé de la Fédération hospitalière de France, et qui avait pour titre « Perspectives et défis pour l'hôpital public. Comment renforcer l'attractivité vers l'hôpital public ». Puis il y a une communication de M. Lamine Garbi, qui est président de la Fédération hospitalière privée, et une communication de Mme Catherine Réa, qui est conseiller médical à la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne. La coopération publique-privée est un plus, mais ne doit pas être imposée. Ont participé à la discussion M. Mention et François Richard. Communication suivante concernait les souhaits des jeunes chirurgiens et était présentée par Marc-Olivier Gaussy, président du Conseil national des jeunes chirurgiens, qui souhaite la création d'un diplôme national de chirurgie en France. A participé à la discussion M. Bisput. Et enfin, la dernière communication présentée par François Richard concernait les propositions de l'Académie de chirurgie. Il a insisté sur la nécessité d'une refonte de l'organisation territoriale des établissements pratiquant la chirurgie et la création d'hôtels hospitaliers non médicalisés. Ont participé à la discussion Mme Christine Grappin-Dagorneau, Philippe Breil, Jean-Pierre Triboulet et Jacques Beaulieu. Monsieur le Président, j'ai terminé. Merci Philippe. Est-ce que ce compte-rendu suscite des commentaires? On a la chance d'avoir M. Marc Bartet aujourd'hui parmi nous. Et j'ai vu que vous aviez un petit peu réagi en voyant que les chirurgiens se faisaient du souci, en voyant que les jeunes chirurgiens n'avaient pas l'air passionnés par la chirurgie endoscopique et semblaient laisser un petit peu ce secteur aux gastro-entérologues. Est-ce que vous voulez faire un commentaire? D'abord, bonjour et merci de me recevoir. Je pense que le problème, c'est que les deux disciplines se rejoignent et les frontières sont à supprimer ou à créer, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je crois que les chirurgiens n'ont pas d'inquiétude à se faire vis-à-vis de l'endoscopie interventionnelle parce que, en fait, nos disciplines sont complémentaires. Après, c'est sûr qu'il va y avoir des mutations, des changements, et il est clair que les endoscopistes, les chirurgiens devront se former à l'endoscopie souple. Ça fait d'ailleurs partie des recommandations de formation aux États-Unis, en Allemagne et au Brésil. Pardon, aux États-Unis, c'est pas de recommandation, c'est obligatoire. C'est obligatoire, enfin c'est recommandation obligatoire, si on peut dire. Et donc évidemment, les domaines vont se rejoindre, ça nécessite une expertise réciproque. Les endoscopistes ne peuvent plus faire d'endoscopie chirurgicale sans avoir une formation en anatomie et en chirurgie digestive. Et les chirurgiens ne peuvent pas faire de l'endoscopie souple sans avoir une formation en endoscopie souple. Donc c'est pour ça que moi, avec Brice Gaillet, on travaille actuellement sur l'établissement d'une formation commune médico-chirurgicale, d'endoscopie chirurgicale, parce que on a chacun besoin d'apprendre des autres, et je crois qu'il faut faire ça. Après, mon sentiment, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, c'est que dans 10 ans, ou dans 15 ans peut-être, la discipline digestive sera médico-chirurgicale comme la gynéco-obstétrique,
et qu'il y aura un tronc commun, et après les gens choisiront s'ils veulent faire de la chirurgie à ciel ouvert, de la chirurgie celluloscopique, laparoscopique, de l'imagerie, de l'immunologie, etc. Voilà. Alors vous, personnellement, vous incarnez à merveille cette mutation du gastro-entérologue qui devient un petit chirurgien. Est-ce que vous êtes combien en France avec votre profil ? On est actuellement très peu parce que je suis très très avancé dans ce domaine. Je pense, pour une raison... Moins de 5 Moins de 5, oui. Je peux vous donner mon expérience personnelle. Quand j'étais tout petit, je voulais faire chirurgien, depuis que j'étais tout petit. Et puis quand je suis arrivé, je vous dis ça pour recruter des jeunes chirurgiens. Et après, quand j'ai commencé mes études de médecine, je me suis dit, si je suis malhabile de mes doigts, je vais vivre toute ma vie dans une impasse parce que je serai chirurgien, je ne saurais faire que du manuel, et donc je serai mauvais toute ma vie. Donc j'ai dit ça, c'est pas possible. Et donc j'ai dit, je vais prendre une discipline qui me permette de choisir entre le manuel et j'avais pas compris que la chirurgie, c'est pas du tout manuel, c'est purement cérébral, et qu'en fait, même en étant malhabile, je pense qu'on peut être très habile sur un champ opératoire. Mais je pense qu'il faut le dire vraiment à tous les jeunes, parce que honnêtement, ça fait reculer beaucoup de jeunes vis-à-vis de la discipline chirurgicale, et parce qu'ils ont eu peur d'être malhabiles, comme moi. Et finalement, je suis pas rentré par la grande porte, et maintenant je rentre par la fenêtre dans le domaine chirurgical. Après, je pense qu'après, il y a la définition de ce qu'est la chirurgie. Parce qu'on ne sait plus très bien ce que c'est que la chirurgie. Si vous regardez ce qui se passe en vasculaire, les radiologues vasculaires ont pris beaucoup de place. Il y a parmi vous beaucoup de chirurgiens vasculaires. Et donc, je pense qu'on va plutôt voir la différence entre le diagnostic et l'interventionnel actuellement. Voilà. Et je pense que la vieille notion de chirurgie qui date du XIIIe siècle, elle va être vraiment remise en question par tout ça. Merci Marc. Merci, excusez-moi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a un problème. C'est pas ici. On est tous persuadés de ça. C'est arriver à faire comprendre à des décideurs, au ministère, à tous les gens qui font les textes, que nous ne voulons plus de frontières. Or, allez-y pour leur parler, ils ne comprennent pas ça. Pour eux, c'est MCO. Ça fait 2 siècles, c'est MCO. Pour leur dire, écoutez, ça n'existe plus, ils ne comprennent pas. Alors, vous leur rendrez beaucoup de services si vous arrivez à trouver quelques mots simples qu'on puisse faire dans le crâne de ces décideurs. Je pense que le problème, il est à 2 niveaux. D'abord au niveau décideur, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple intellectuellement d'avoir des nomenclatures et de classer les gens dans des catégories. Et qu'après, il se faut souvent des révolutions pour faire tomber ces catégories. Et puis après, le deuxième problème, c'est dans les praticiens. En fait, en chirurgie, vous êtes beaucoup moins conservateur qu'en médecine. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup plus de difficultés avec mes collègues médecins d'ouvrir la spécialité aux chirurgiens que l'inverse. À ce sujet, je me suis laissé dire, mais j'espère que c'est faux, que certains endoscopistes interventionnels digestifs refusent d'accueillir des chirurgiens en terrain de stage. Est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est les mauvaises langues? Je pense que ça doit être partiellement vrai. Moi, je ne sais pas, parce que je travaille avec des chirurgiens main dans la main. On travaille au laboratoire de recherche ensemble, tout le temps, et au bloc opératoire, et dans mon bloc d'endoscopie. Donc, ils viennent, moi, je vais à la bloc opératoire, et on opère les cochons ensemble. Donc, je sais pas, je pense que il faut quand même, en particulier en France, beaucoup d'énergie pour faire changer les mentalités. Laurent Hanoun. Juste une remarque. Tout est enregistré, alors. Un demi-mot dans ce que tu viens de dire. Alors, je suis en désaccord complet. Personnellement, dans mes élèves, ceux qui étaient des gens très adroits, ils ont toujours été de mauvais chirurgiens. Je m'en suis toujours méfié. Et j'ai recherché des chirurgiens qui réfléchissaient, qui connaissaient le malade et qui avaient une culture médicale importante. C'est dans l'école où j'étais tombé, j'étais externe à Toulouse. Mais enfin bon, je vous le dis parce que je pense qu'il faut vraiment sensibiliser les jeunes à ça, parce que ça peut faire renoncer des jeunes, parce qu'on leur a pas dit que la chirurgie c'était cérébrale et que c'était pas le problème d'être habile de ses mains. Bon, on aura la chance d'écouter Marc Barthès tout à l'heure dans la séance. Donc pour le moment, je vous demande de bien vouloir approuver ce procès-verbal. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci Philippe. Donc procès-verbal approuvé à l'unanimité. Et maintenant,